Abdelkader Hachani commence à organiser la marche du million sur Blida. Il compte faire converger sur la capitale de la Métija 1 million de personnes pour faire libérer par la force les Chouïrs emprisonnés. Le même Hachani, afin que nul n'en ignore, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, fait une déclaration au journal français Libération le 4 janvier 1992. Notre combat est celui qui oppose la pureté islamique à l'impureté démocratique. Ce même Hachani qui dénoncera une semaine plus tard, après l'arrêt du processus électoral, dans des termes forts, l'atteinte à la démocratie. Que va faire l'armée ? Depuis les résultats du premier tour, je ne quitte pratiquement plus mon bureau. Je mange et dors sur place. Je m'accorde à peine quelques heures d'un sommeil agité. Je prends quand même le temps de lire la presse. Les journalistes ne savent plus par quel bout prendre leur stylo. Certains le prennent par le milieu, d'autres font preuve d'un grand courage. Ils luttent pas à pas avec les 2 hebdomadaires du fils, El Munqid et El Furqan, 2 brûlots qui, selon le principe de Goebbels, ne reculent devant aucun mensonge. Un éditorialiste lance un appel pathétique à l'armée. Si un général a un cœur à la place d'une calculette, qu'il le donne à l'Algérie. Le cri de cœur d'un général vainqueur sur le plan sanglant des champs de bataille de la Première Guerre mondiale me revient à la mémoire. J'ai fait le don de ma personne à mon pays. Ce grand soldat blanchi sous le harnais finira ses jours sur un rocher, méditant tristement sur les grandeurs et les misères de la condition militaire et sur les immenses ingratitudes des hommes appelant au secours pendant les épreuves et lâches et oublieux quand le danger se dissipe. Tu ne récolteras, ya Khaled, que l'ingratitude et l'opprobre quand les clameurs se tairont. Si un général a un cœur à la place d'une calculette, je mesure en cet instant le fossé fait de méfiance et d'incompréhension qui nous sépare, nous soldats, de ceux qui pensent tout savoir et tout connaître. La même braise ardente est sous nos pieds, nous en ressentons pareillement la morsure, mais s'en rendent-ils compte ? Je constate à quel point des intellectuels, en traitant de la problématique de l'intégrisme, sont à côté de la plaque. La régression féconde qui sera proposée dans quelque temps. J'aurais beau la retourner dans tous les sens, je n'arriverai pas à lui trouver la moindre logique. Descendre au fond du puits pour remonter à l'air libre, pendant que les terrassiers, au bord de la margelle, gravent au burin notre épithète, est une trouvaille géniale. Les intellectuels de la première lecture, je les ai rencontrés une fois à l'hôpital Mustapha. L'avion de Ben Yahya vient de s'écraser au Mali. Mohamed Siddiq Ben Yahya s'en tire avec des fractures diverses. Il est envoyé en Europe pour soins. La fine fleur des intellectuels du stéthoscope autour du cou manifeste avec une immense banderole. Le fémur à celui qui le travaille. Allusion au slogan de la réforme agraire, la terre à celui qui la travaille. Je regarde avec une certaine ironie la cohorte des blouses blanches, rouges d'indignation, de voir un os leur échapper. La régression féconde m'inspirera un autre sentiment, peut-être la compassion. Le mot intellectuel vient du mot intelligence. Chez certains, le mot vient uniquement du dictionnaire. Oui, je prends le temps de lire et de méditer. Dans le premier livre de mes mémoires, je parle de l'école de Seriana et de l'enseignement qu'elle dispense aux petits indigènes. J'y reste juste assez pour apprendre à lire et à écrire. Ensuite, parce que les choses sont difficiles en ces temps-là, je suis poussée dans la carrière militaire. Le tohu-bohu des contraintes et des obligations ne me laisse aucun répit. Je n'ai pas le temps de lire ce qu'ont produit les grands auteurs et je n'ai pas de diplôme universitaire. Mais, au plus profond de moi-même, je sais faire la part des choses. Je sais tamiser les phrases les plus alambiquées, les mots les plus savants et les textes les plus hermétiques. Il me suffit de les passer au tamis de la sagesse des miens. L'essentiel qui demeure est celui-là, même qui nous fait supporter les souffrances de la longue nuit coloniale. La croyance en un Dieu de miséricorde et d'amour, la tolérance et le respect de l'autre. Ma lecture du programme des intégristes, je la fais à travers ce qui imprègne chaque fibre de mon âme. Les ukases et les violences qui les accompagnent ne passent pas à travers le tamis de la philosophie de mes pères. L'islamisme modéré, quel hadith authentique du prophète, quelle sourate imprescriptible, quel appel à la raison peuvent modérer Jaballah, Abbasi ou Ben Hajj. La régression féconde, je ne suis pas prêt à m'engager dans ce voyage sans retour. Je multiplie les sorties en ville pour prendre la température.
Il n'y a plus de joie dans les rues d'Alger. Ce constat m'attriste. À chaque instant, je peux être pris pour cible. Cela ne me décourage nullement à multiplier ces visites sur le terrain. Ces escapades solitaires sont propices à la réflexion. Au-delà des manipulations des intégristes, les Algériens ont 1000 raisons de se révolter. Mais le fils est-il la solution? Averti parfaitement sur le régime que ce dernier veut mettre en place, j'ai moi 1000 raisons d'en douter. Je continue à croire que la solution ne peut être que politique. Chaque déclaration de chef de parti ou de personnalité de la société civile retient mon intention. Comme Rosalie, avant moi, comme beaucoup d'autres ces derniers temps, je m'interroge. D'où viendra le déclic? Syndicaliste des chefs de petits partis demande à me voir. Je l'ai fait recevoir par un de mes collaborateurs. Des moudjahidines, compagnons de la guerre de libération nationale, refusent de croire que l'Algérie qu'ils ont libérée, devenue l'homme malade du monde arabe, encerclé par tous les malheurs, va tomber dans l'escarcelle des wahhabites. Ils appréhendent cette issue. Avec leur franc-parler habituel, ils disent par la grande porte ou par le soupirail, Benjdid doit partir. Je comprends qu'ils me pressent d'agir. Ah, si les choses étaient aussi simples. Lorsqu'un général ancien de l'ALN me demande d'oser en faisant valoir le risque de guerre civile, le nœud du problème, c'est ce président, je réponds. Ba'adni, laisse-moi, une dictature militaire équivaut à guérir le mal par le mal. Personne ne connaît Benjdid mieux que moi. Je devine que le dénouement est proche, que les choses vont bientôt se décanter. J'opte pour la patience. Les dangers et les difficultés révèlent la vraie personnalité d'un homme. Pendant la guerre de libération nationale, l'ancien chef de la zone nord s'arrange toujours pour demeurer au sec et il envoie les autres, surtout moi, en casse-pipe. Je suis convaincu que tôt ou tard, Benjdid va jeter le tablier et que l'armée, de nouveau, va se trouver au pied du mur. Les situations ne sont pas les mêmes, mais les constantes chez Benjdid ne varient pas, j'en suis sûr. Je garde donc mon sang-froid et je recommande de serrer les rangs. Les membres de la haute hiérarchie militaire ont toujours été légalistes. Au début de la décennie 1990, c'est la première génération qui est à la tête de l'ANP. Ce légalisme, interprété quelquefois comme de la passivité, part du principe que malgré les erreurs, les errements et les pertes de temps, le pays, avant que le fils ne vienne tout fausser, avance quand même vers le but qu'il s'assigne, l'édification d'un État national fort et pérenne et la réussite économique. Il n'est pas nécessaire d'ajouter le traumatisme de changements brutaux, imposés manu militari à un pays affaibli par une gestion incompétente. Cette approche positive est la nôtre tout au long de la magistrature de Benjdid. Lorsque peu avant la crise d'octobre, quelques officiers supérieurs, à leur tête le chef d'une importante région militaire, projettent un coup d'État pour renverser Benjdid. Je fais discrètement avorter l'opération pour ne pas avoir à sévir contre les putschistes et surtout pour éviter un traumatisme à l'ANP. Je fais en sorte que l'affaire soit traitée en interne sans aucun écho extérieur. Benjdid en a-t-il su quelque chose? Certains parmi les conjurés sont encore de ce monde. Ils n'ont pas cessé de louer la retenue et la façon responsable et sage avec laquelle je traite le dossier. Ce qui est arrivé après le 14 décembre 1967, je ne veux pas que l'ANP le revive. Mais je comprends mes compagnons, puisque je suis le premier à dire que la démarche de Benjdid et de ceux qui l'inspirent est devenue irrémédiablement suicidaire pour le pays. La démission de Benjdid. Juste après le premier tour, j'ai 4 entrevues avec le président de la République, dont 3 à mon initiative. Je prends la décision le soir, dans la solitude de mon bureau, d'aller le voir pour lui dire que l'armée n'est plus en mesure, après le traumatisme d'octobre et ce qui s'est passé en juin 91, de se prêter à d'autres opérations d'essuyage de plâtre et que nous allons tout droit à une implosion de l'État. Si les vendredis noirs, attisés par les missionnaires de Torabi et de Téhéran, perdurent. Le premier entretien a lieu le samedi 28 décembre. Il ne dure que quelques minutes. Se trouvant toujours sous le choc des résultats du premier tour, le président préfère me rencontrer plus longuement, plus tard. Je n'insiste pas. Ce que j'ai à lui dire devant être entendu par un homme en mesure d'écouter et de comprendre. J'ai en attendant à faire face à l'inquiétude grandissante des cadres de l'armée qui attendent de la part du premier responsable du pays qu'il dise où il mène le pays.
La deuxième rencontre a lieu au palais présidentiel d'Al Mouradia. Elle intervient après la réunion de Ain Naja des grands commandants de l'armée et des chefs des divisions de combat. Au cours de cette rencontre avec les militaires, je présente une évaluation de la situation politique et sécuritaire du pays. Je mets l'accent sur la vigilance et la mobilisation. Des officiers prennent la parole pour donner leur appréciation sur ce que vit le pays. Ils sont conscients que l'Algérie bascule dans l'inconnu. Ils savent que le pays est partagé en zones d'influence, que se disputent les agents soudanais, saoudiens et iraniens. Les pays voisins sont en état d'alerte devant le risque de contagion. Tout cela, les chefs de l'armée le savent. Je fais le serment solennel que si les circonstances devaient me pousser à prendre une mesure quelconque, je le ferai dans le cadre défini par la Constitution. J'exclus d'emblée le coup de force souhaité explicitement par une partie d'officiers. Je recommande à chacun de rester à son poste et de demeurer vigilant. Un général intrigué par la convocation des chefs de division de combat en informe le frère du président et lui promet de lui rendre compte de ce qui allait se dire à Ain Naja. Le président de la République, se méprenant sur le sens et le but de la rencontre, s'adonne à des gesticulations. Il consulte quelques officiers à la retraite. Connaissant leur sens aigu de l'opportunisme, leur courage et comme j'ai la conscience en paix, je n'y attache guère d'importance. Au cours de la deuxième entrevue avec Benjdid, qui intervient, comme je viens de le dire, après la réunion avec les militaires, je lui rappelle, du moment qu'il donne l'impression de ne plus s'en souvenir, que l'armée a pris les mesures de vigilance selon ses propres instructions. Pourquoi donc devrait-il en déduire quelques machinations ourdies contre lui? Finalement, sa confiance dans l'ANP et ma façon directe de lui exposer les choses l'emporte sur les avis des lanceurs d'alerte. Jadis, il est de ceux qui me définissent ainsi. Si Khaled qui heb igul kilmtu igulha, qui signifie à peu près c'est une grosse gueule, mais il dit les choses comme il les sent. Je crains que le président n'élude encore une fois l'essentiel et qu'il m'entraîne dans des digressions éloignées des problèmes qui me préoccupent. Il le fait déjà quelques semaines auparavant au ministère de la Défense, et il faut l'instance de quelques-uns d'entre nous pour qu'il aborde les événements que vit le pays. Contraint, il se résigne à les évoquer, mais à sa façon, faite d'ellipses, de phrases non abouties, d'amples mouvements de l'avant-bras et de raclements de gorge à répétition. J'insiste pour qu'il m'accorde toute son attention. Il me laisse parler et je peux, tout à loisir, reprendre les conclusions des différents rapports, mémoires, évaluations et avis qui lui sont parvenus, contresignés par moi-même et qui, hélas, prédisent avec exactitude l'aboutissement que l'Algérie est en train de vivre. Il ne m'interrompt pas. Je n'ai pas besoin de forcer sur le trait. L'état d'extrême abattement dans lequel il se trouve, sa façon d'éviter mon regard, disent assez qu'il est conscient de l'impasse où son indécision et son manque de discernement politique conduisent le pays. Dans l'état où il est, peut-il résister au forcing des intégristes qui disent qu'une fois l'Assemblée conquise, ils le feront dégager? Nous ne pouvons pas, nos militaires, envisager un seul instant qu'ils prendraient le risque d'ordonner pour la troisième fois à l'armée de réparer ses dégâts en affrontant la population. Nous savons ce qu'il endure comme souffrance après la tragédie d'octobre 88 et après les manipulations de Hamrouch en 1990 à 91. Quelle est donc cette initiative qu'il laisse entrevoir? Je ne suis encore sûre de rien. Ma troisième entrevue avec lui a lieu le lundi 6 janvier 92. Assis à son bureau, tourné à moitié, me présentant son profil, il regarde à travers la fenêtre, pensif, silencieux un moment, puis d'une voix basse, altérée mais articulée et distincte, il me dit en se tournant vers moi tout à fait qu'il ne voit pas d'autre issue que de confier encore une fois la situation à l'armée, en me recommandant d'éviter toute chauchara. C'est donc la démission, me dis-je. Je lui réponds qu'un délai minimum de quelques jours est nécessaire avant de rendre publique sa décision. Je lui apprends que j'attends les conclusions du groupe de réflexion qui planche sur tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Je réitère le vœu des officiers de le rencontrer. Il réfléchit un instant puis me demande s'il doit le recevoir au bureau ou en sa résidence de Zeralda. Il décide en fin de compte que ce sera dans sa résidence pour éviter toute indiscrétion, mais il ne donne pas suite à cette idée. Sa réticence vient probablement de sa gêne à affronter leur regard. N'a-t-il pas ignoré tous les signaux qu'ils lui ont transmis? J'ajoute, avant de le quitter, Monsieur le Président, nous avons besoin de rencontrer le général Makhlouf Dib, le chef de votre garde.
Pourquoi Makhlouf s'étonne-t-il. Pour le mettre à l'aise, je lui réponds, le bataillon chargé de la sécurité de la présidence reste sur place, de même que celui qui assure votre garde à Zeralda.